Rustin, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ne le connaissent pas, c'est un grand peintre qui est mort en décembre dernier et qui a une fondation à son nom, qui est un peintre soit très aimé, très admiré, soit détesté, parce qu'il a une peinture, il décrit une humanité extrêmement, comment on peut dire, on ne peut pas laisser indifférent, on en reparlera. Comme pour cette période-là de 58. Ouais. Et quand Michel m'a donné à lire son texte sur Rustin, ce qui m'a frappé tout de suite, ça a été la force de l'écriture. Qui dit là, là, dans ce texte, sans détour, ce qu'il voit de la peinture de Jean Rustin. Michel ne m'était pas inconnu, je ne connaissais pas l'homme, mais je connaissais le poète. Et j'avais énormément aimé de lui tout ce que j'ai lu, mais entre autres, un très joli petit livre que je voulais apporter pour que vous le connaissiez, et malheureusement je l'ai oublié, parce que comme vous le savez, j'ai la tête à l'envers. Et ce petit livre, essayez de le trouver quand même, c'est un très beau livre, ça s'appelle « Et ainsi les arbres » aux éditions Potentille. C'est un petit livre de quoi, 40 pages, 50 pages? Moins. Mais il nous parle de l'horizon, et vraiment c'est d'une beauté, il y a une charge, pas émotionnelle, comment on peut dire. T'en dis pas trop sur celui-là parce qu'ils vont pas acheter celui-ci. Bon, essayez de vous souvenir de ce nom et ainsi les arbres. Bon, parce que la poésie de Michel, c'est une voix en fait. Voilà, pour moi, hein, tu me dis si t'es pas d'accord. Une voix intériorisée qui dégage un sentiment de profonde vérité. Là, il n'y a aucune broderie. Aucune broderie. On l'entend penser et sa voix, en tout cas c'est ce que je pense, nous parvient directement. Et elle est portée par la simplicité, effectivement, de l'écriture. Et la profondeur de ce qu'il dit, parce que ce n'est pas du tout anodin ce qu'il nous dit. C'est une voix intemporelle, je trouve, qui nous parle de la détresse humaine. Je vous parle de ce livre, évidemment. C'est-à-dire la détresse que nous montrent les peintures de Jean Rustin. J'avais été frappée, dès que j'ai lu le manuscrit, et sensible à la beauté de l'écriture et puis à la véracité du texte. Mais ce qui m'a frappé quand j'ai vu le livre imprimé de sortie, c'est qu'en fait il y avait une adéquation vraiment, je trouve, parfaite entre l'écriture de Michel Bosson et les peintures de Jean Rustin. À savoir que tous les deux nous disent, enfin Jean Rustin nous montre par la peinture, ce qu'il voit de l'humanité, et c'est assez terrible. Hein. Je ne sais pas si vous voyez ici. C'est vraiment c'est terrible. Il a une peinture de l'être humain, hein, une vision de l'être humain, comment on peut dire, la misère humaine, je dirais. Hein. Voilà, une vision de la misère humaine, qu'elle soit sociale, psychologique ou physique, qui nous touche profondément. Mais il nous dit tout ça, il nous montre tout ça sans détour, hein, sans concession aucune, sans provocation non plus. Et Michel le fait exactement, quand il écrit de la même manière, il n'y a pas de provocation, mais il nous dit, sans concession, ce qu'il voit. Si tu me dis si tu n'es pas d'accord. Je pourrais te reprendre, mais... C'est pas, la peinture c'est dit, et cela seul suffit. Aucun décor dans la toile du peintre, du vide, ou alors un décor ramené à sa plus simple expression. On aperçoit tout juste des pièces vides, parfois une chaise, un lit, pratiquement rien. Et voilà ce que disait Rustin dans une interview. Tu sais faire une peinture sur laquelle, je ne sais pas, il y aurait une table à laquelle on serait assis. Pour moi, c'est impossible de faire une peinture comme ça. Il faut que ce soit le vide. La seule chose qui soit supportable, c'est le vide. Et puis peut-être, à la rigueur, un petit détail. Ça, c'est ce que disait Jean Rustin de sa peinture. Mais c'est pareil chez Michel. Il n'y a pas de long discours, mais des sortes de blocs de phrases. Vous voyez, regardez comment c'est écrit. Je vais vous montrer un passage, une page. C'est des blocs. Je ne sais pas si vous voyez, ce sont des blocs de... Alors toi, tu as appelé ça tout à l'heure, ça m'a beaucoup intéressé. Tu as parlé de poésie horizontale.
d'écriture horizontale. Et ça m'a paru très juste. C'est-à-dire que, moi j'appelle ça des blocs, parce qu'il y a des clac, clac, clac. Alors, certains parlent de poésie, c'est pour ça que j'emploie ce terme-là. Je ne sais pas si c'est de la poésie, mais c'est très beau en tout cas, c'est très beau. Comment Oui. Oui, je sais pas ce qu'est la poésie finalement. Simplement. C'est pour ça que ça. Et quand je pose la question aux poètes dans les salons, ils ne savent jamais répondre, ils ne savent jamais me dire ce qu'est la poésie. Donc ce sont des sortes de blocs posés là sur la plage, comme les personnages de Rustin semblent posés dans la pièce, immobiles, figés dans ce qu'on devine être une immense détresse. Mais même ils sont au-delà de la détresse parce que ils peuvent même pas, ils sont même au-delà de, ils peuvent pas exprimer la moindre détresse. Et ils ont des regards vides, des regards, oui, vides, on peut dire ça, angoissés parfois, et même, enfin, je suis même pas sûre, c'est terrible. Voilà. Alors j'aurais voulu que tu lises la page 17, c'est-à-dire le début du texte, qui pose bien tout de suite la lecture, 17 et 18 si tu veux dire. Depuis quel enfer psychique nous regarde-t-il, eux, que nous regardons comme si nous plongions dans notre propre regard? Avec des dominantes de gris et de rose pâle, leur corps s'exhibe, vidé, passé par la broyeuse du temps, met sous nos yeux ce que nous sommes, misère de la condition humaine plutôt que pornographie. Si nous pouvons encaisser le choc, peut-être pourrons-nous voir alors de la peinture, comprendre ce que ces figures ont à nous transmettre. Leurs yeux n'attendent aucune pitié, sont baignés d'une lumière dans laquelle nous voyons comment nous considérer, lumière qui éclaire les gouffres. Ils nous font face depuis des espaces désolés, des pièces où parfois seule une chaise, un lit, se découpent sur cette tristesse, soutenant le corps échoué, une femme au sexe béant, celui de cet homme assis, queue en main, près des tunescences. Montrer la peinture. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude de lire en public, excusez ma voix un peu tremblotante. C'est très bien. C'est une première. D'emblée, moi non plus, c'est pour ça que je lis. D'emblée, Michel nous entraîne dans le domaine de ce qui a à voir avec la condition humaine. On n'en reste pas à la description simplement des corps qui sont exhibés, entre guillemets. Et loin de ce que beaucoup ont réduit, justement, et n'ont vu dans cette peinture qu'une pornographie immonde. On a fait un procès à Rustin dans les années 1980 en disant que c'était une peinture de pornographie. Parce que ça n'est absolument pas. Ben oui, parce qu'il nous montre beaucoup de sexe, d'hommes effectivement, qui touchent, qui tiennent leur sexe en main, alors que ça n'a rien à voir avec la pornographie. Et en 2010, il y a eu justement une belle interview de Charlotte Baligora qui fait remarquer à Rustin que dans les années 1980, on lui avait fait ce procès de pornographie. Et voici la réponse de Rustin. Je n'ai jamais peint un homme en érection. Comprendre cette œuvre comme pornographique, c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. C'est une façon de refuser de voir. Beaucoup de gens pensaient cela, mais c'est en train de changer. C'est très particulier de faire une peinture qui utilise la pornographie. Ma peinture n'est pas pornographique, c'est même le contraire de cela. Dans ce que je fais, il ne se passe rien. Les gens sont figés, comme ça, debout, ou n'importe quoi d'autre, mais il ne se passe rien. L'action de faire l'amour détruirait une forme de stabilité. J'aime quand il ne se passe rien. S'il se passait quelque chose, cela réduirait de beaucoup l'expressivité du tableau. Cela détournerait l'attention.
Tout ce qui fait que la peinture donne une image de quelque chose, que ce soit de la pornographie, quelqu'un à table en train de manger, ce n'est pas intéressant. On réagit à une image, mais cela ne relève pas de la peinture, cela relève de l'idéologie. Voilà. Et Michel, justement, met l'accent sur les questions touchant à la condition humaine, et il annule toute idée d'une quelconque pornographie dès la première page. Il dit bien, avec des dominantes de gris et de rose pâle, leur corps s'exhibe, vidé, passé par la broyeuse du temps, met sous nos yeux ce que nous sommes, misère de la condition humaine, plutôt que pornographie. Tu avais lu déjà l'article de Charlotte Vallée-de-Courtin ? Je le découvre. Et ben voilà, donc tu vois. Donc pas de pornographie, mais une vision de la condition humaine et un questionnement, il me semble, hein, sur la vie, la mort, le sens de tout cela. Un questionnement sans véritable question, sans réponse non plus. Un questionnement plutôt qui découle tacitement de ce qu'il dit voir. Alors si tu peux lire. Page 36 et page 38. Tout prévu. Ouais, je sais. Ils sont là, au bord de rien, n'éprouvant plus le besoin de crier, car ils savent qu'ici, pour soi, il n'y a personne, qu'après leur chute interminable, d'autres viendront pour rien, car nul n'est à sauver. J'ai supposé, tu vas dire si je me trompe, mais j'ai supposé que tu nous parlais des hommes qui vivent, qui naissent, d'autres qui vivent, d'autres qui naissent, etc. C'est-à-dire cette chaîne interminable, et que c'est toujours le... Oui, c'est ça, hein, toujours cette, cette condition humaine qui fait qu'on est là, et puis qu'on est remplacé, et on est remplacé indéfiniment. Tu peux nous lire page 38 ? Après, je te demande. Ils n'auront plus rien à lire après. Non, c'est ça. Juste à relire. Le temps ici ne compte plus ses doutes. C'est encore la vie qui les anime. La vie qui semble avoir exudé au-dedans d'eux-mêmes. Retranchés dans le mutisme et ces chambres nues, ils n'attendent et ne demandent rien. Ces regards tournés vers nous sonnent de leur compte. Et devant nous, la vie vient au rapport. La vie, pardon ? Vient au rapport. Oui, justement, je voulais te demander ce que tu entendais par là. J'ai ma petite idée, mais... Est-ce que c'est nécessaire? Non. Non. Non, c'est que je n'avais pas entendu, c'est pour ça que je vous ai Non, mais fait- d'expliquer. Oui, non, absolument pas. C'est évidemment jamais nécessaire d'expliquer, mais c'est quand même toujours intéressant, je trouve. C'est comme pour le mot pornographie, hein. Il faudrait l'expliquer. C'est-à-dire dans quel contexte on peut parler en termes de pornographie. Parce que vous avez dit à un moment donné la difficulté des gens de voir. Les gens ne veulent pas voir, mais ils projettent beaucoup de choses. Alors vous avez vu ça. Moi j'adore ce peintre. Mais c'est très dur. C'est épouvantable. C'est-à-dire parce que ça dépend ce qu'on veut voir. Est-ce qu'on veut voir la peinture? Est-ce qu'on veut voir ce qu'il dit lui? Est-ce qu'on veut voir ce qu'on peut devenir? Est-ce qu'on veut voir ce qu'on est déjà? Et ça, est-ce qu'on ne peut pas parler de pornographie aussi? C'est-à-dire, pourquoi pas? Mais on peut. Pourquoi pas? Chacun est libre d'y voir des aliénés, des gens sortis de la grande concentration, Ou le voir lui, carrément. de voir un miroir tendu vers nous, Oui. etc. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je crois qu'il a travaillé en hôpital Oui. psychiatrique Oui. assez Il longtemps. est- Donc on a quand même une vision qui est un peu particulière. Enfin, je veux dire, la vision de ces qu'on retrouve dans toute sa voiture, moi je la connais très bien depuis très longtemps aussi,
c'est des gens qui sont totalement déshérités. C'est les plus pauvres des pauvres, enfin d'une certaine façon. Et c'est pas par hasard qu'il est allé les chercher dans des asiles, enfin, parce que il ne faut pas oublier, c'est un peintre figuratif, enfin, un peintre abstrait, enfin un peintre. Il n'a jamais travaillé d'après modèle. Oui, non, figuratif au sens des années 50, etc. Enfin, la peinture des années 50, assez classique. Et puis, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose qui fait qu'il a une rupture totale dans sa peinture. Et on rentre dans cette peinture-là, brusquement, assez brusquement. Et je crois que c'est la découverte de ces personnages déshérités dans les asiles qui l'a amené à ça. Alors, ce qu'il peint là, c'est ça que je trouve passionnant, parce que c'est ce qu'il y a de... Il va à l'extrême. Ce qu'il nous donne, c'est ce qu'il y a de plus pauvre, dépouillé, de plus abandonné, de plus déshérité. Et c'est ça qui est très beau. On a l'impression d'être dépossédés d'eux-mêmes. Ah, c'est une dépossession totale. Ils sont dépossédés d'eux-mêmes, ils sont dépossédés des autres. Ils sont dans une solitude totale, ils sont dans une incommunicabilité. Il n'y a plus personne, il n'y a plus du silence autour d'eux. Et ils sont en silence en eux-mêmes. Et en eux-mêmes. Coupés. Et ça, c'est très fort de cette peinture. On voit très bien ça. Et c'est ce que, en fait, veut dire votre dernière phrase. Il me semble. Voilà, il n'y avait pas besoin d'explication de texte. Quelle est la phrase qui dit « Je pense que les gens Que les gens ne veulent pas voir. Se voir. Parce que c'est vrai, moi toute ma vie j'ai travaillé en psychiatrie et C'est pas très bien. dans ma représentation de mon travail, c'est pas ça que j'ai rencontré, hein. C'était un trop-plein plutôt.